Merci d'avoir choisi une fois de plus les technos pour vous informer sur tout ce qui est technologique, évidemment. C'est le 216e épisode qu'on vous propose cette semaine. On va être précis, on ne va pas vous parler de tout ce qui est technologique, on va vous parler de ce que mes petits camarades ont trouvé dans l'actualité technologique et qui les a intéressés au premier chef. Mes petits camarades cette semaine sont... C'est marrant parce qu'ils ont tous les deux une petite barbiche et ils sont tous les deux chauves. Donc voilà, on va les appeler par leur prénom, c'est le plus simple. Hein. Sébastien d'un côté et Bruno de l'autre. Une petite ressemblance, mis à part les lunettes, d'un côté et pas de l'autre. Sur la lunettes, ça va. C'est très particulier. Je me sens un peu très isolé là au milieu. Quoi qu'il. Sébastien, c'est notre chroniqueur voyageur. Toujours à Bali, c'est ça? Je ne dis pas de bêtises. Toujours à Bali, ouais. Toujours à Bali. Et prochaine destination, si c'est pas indiscret. Super exotique, la France et la Belgique. Ah, d'accord, c'est un petit retour pendant l'été pour voir la famille sans doute. De son côté, Bruno est toujours au Luxembourg. Exotisme également, comme on peut le voir dans son décor. Oui, j'ai les tags derrière, c'est tout. Voilà, on va commencer tout de suite notre abécédaire parce qu'il y a de l'actualité quand même, hein, encore cette semaine, de l'actualité technologique bien sûr, je le disais, tel que mes deux petits camarades l'ont perçu. On a reçu pas mal de commentaires, pas mal de messages également, on a répondu je pense à tout le monde, ou en tout cas quand ça s'imposait. Je vais remercier très rapidement quelques-uns de nos auditeurs qui nous ont contactés, Jax, Sergio, JP Neuville, Sombre Papa, Marquis de Siorac, José Singala, Budzi, Jean Balsec, pas facile, hein, Oléastre 57, Tigerfab 5025, Mo, alors là, Basileus, Lichao Jalao, Abdelmouiz, Bouroudji, pardon, désolé d'écorcher vos noms, 626, ça c'est facile, et Alain Sommers, par exemple, pour ne citer que cela, merci de nous suivre chaque semaine. On peut tout de suite entamer notre abécédaire avec, bien sûr, la lettre... A comme Adblocker, parce qu'il se passe des choses dans le domaine du Adblocker, c'est Chrome qui sort du bois en ne facilitant pas les choses justement au plugin Chrome de Adblockage, j'ai envie de le dire comme ça, tiens. C'est qui nous en parle? C'est Seb. Alors j'espère que ça va fonctionner, j'ai l'impression que ma connexion est un petit peu faiblarde. Ça va, on te voit, on t'entend. Pour l'instant. Impeccable alors. Donc, pour remettre les choses dans leur contexte, c'est une news qui est en fait assez ancienne, qui remonte dans certains sites français récemment, mais qui en fait remonte déjà à quelques mois. Alors, pour remettre les choses dans leur contexte, aux alentours du mois de février, Google avait annoncé certains changements dans les API, c'est-à-dire les interfaces qui mettent à disposition des développeurs d'extensions. Et notamment, dans ce cas-là, une interface qui permettait aux développeurs d'extensions d'intercepter les requêtes que vous faites dans le browser, ce qui peut être utile pour tout un tas de choses, mais en particulier qui est très utile pour toutes les extensions qui bloquent les pubs. Et pas seulement les pubs, mais aussi tous ces scripts qui vont en gros rassembler des données sur votre compte et puis aller les envoyer à des sites que ça intéresse et qui compilent ces données-là. Généralement pour des intérêts publicitaires, évidemment. Il se trouve que jusqu'à maintenant, les extensions qui faisaient ce genre de choses avaient les coudées plutôt franches pour intercepter toutes les requêtes. Et puis, tout d'un coup, Google annonce que, ah oui, ben dans les prochaines versions de Chrome, si vous voulez proposer ce genre d'extension, vous devrez passer par une nouvelle interface qui avant s'appelait Web Request et qui maintenant va s'appeler Declarative Web Request, et qui va en gros vous permettre de faire les choses plus efficacement et surtout d'avoir un impact en termes de performance un petit peu moindre sur les requêtes et surtout qui va nous permettre de vérifier que vous n'allez pas vous-même aller choper les données des utilisateurs. Alors c'est un petit peu ironique quand on y pense, puisque le but de ces extensions, c'est justement de protéger votre vie privée et accessoirement de ne pas surcharger vos pages avec tout un tas de scripts et de pages, d'images, de pubs, etc. À ce compte-là, ils mettent en place une interface qui, pour le coup, est super limitée, puisque il est possible que de mettre 30 000 règles de filtrage à l'installation, plus 5 000 après l'installation. Quand on sait que la liste noire principalement utilisée par ces extensions compte à elle seule quelques 75 000 références
et que comme c'est un peu le jeu du chat et de la souris avec les annonceurs, régulièrement il faut mettre à jour ces règles et que du coup les 5000 ils vont vite être abattus. Beaucoup y ont vu tout de suite une tentative masquée de Google pour, derrière des prétextes de performance, en fait défendre sa propre fonctionnalité d'adblocage qu'ils ont ajouté à Chrome l'année dernière, et puis tuer par la même occasion tout l'écosystème des extensions d'adblocking qui existent déjà. Évidemment, Ghostery, qui est une de ces extensions-là, a très rapidement réagi en publiant une étude qu'ils ont faite, que le lien est dans le blog post d'ailleurs, une étude qu'ils ont faite pour montrer l'impact en performance réelle de la plupart de ces extensions, pas seulement de la leur, et ils ont montré qu'en général on était en dessous de la milliseconde pour le temps de décision, à savoir est-ce qu'on bloque la requête ou pas. Et donc cette excuse de la performance a été complètement bidon. Et dans les heures qui ont suivi, Google a publié un message en disant oui, en fait c'est pas du tout notre intention, on voulait pas du tout faire ça, d'ailleurs on va relever les limites, tiens, comme de par et puis on va vous autoriser quand même à utiliser l'ancienne API si ça vous intéresse. Donc ils ont un petit peu rétropédalé vite fait, n'empêche que c'est quand même un peu douteux, facile effectivement d'y voir une tentative d'abus de position dominante assez grotesque. Donc voilà, de fait, maintenant, quand on va voir la doc officielle de cette nouvelle API, il y a une petite note au début qui dit « Cette API est pour l'instant en suspens, sans plan concret de la passer en production ». Donc, de toute évidence, ils sont un petit peu revenus sur ce qu'ils voulaient faire. Et voilà, et en plus de ça, il ne faut pas oublier que ces API, encore une fois, même si elles servent beaucoup aux extensions d'adblocking, elles servent aussi à d'autres choses, comme par exemple des outils de développement, de l'accessibilité, etc. Donc voilà, c'est un peu un geste ambigu de la part de Google, non moins ambigu que la couverture presse qui en a été faite dans certains blogs, et je cite notamment Faune Android, puisque c'est de là qu'on avait trouvé la news, qui a un discours un petit peu à deux étages en disant oui, mais quand même, de toute façon, vous devriez pas trop utiliser, ou en tout cas, vous la désactivez pour nous parce que c'est notre modèle économique et tout ça. Enfin bon, voilà. C'est toujours le modèle économique crée l'ambiguïté, hein, si je puis dire. C'est quand même très difficile, même, enfin nous, ça va, on ne vit pas de notre podcast. Heureusement, il y a encore de la publicité effectivement sur YouTube. Quand vous nous regardez, ça paye à peine l'électricité, si j'ose dire. Donc on essaye de ne pas embêter les gens avec ça, et si vous utilisez un adblocker, vous utilisez un adblocker. Voilà, c'est pas notre modèle à nous en tout cas. Mais on peut comprendre que ceux qui en vivent et qui en parlent, ils sont un petit peu coincés. J'ai toujours le même discours par rapport à ça, et on y reviendra sur un autre sujet plus tard dans le podcast. C'est si le modèle économique ne marche pas, il faut en changer et il faut s'adapter aux utilisateurs et pas l'inverse. Oui. Donc, effectivement. Donc, on verra comment ça se passera dans l'avenir. On voit quand même que de plus en plus, je fais une toute petite parenthèse, mais moi je le constate en tout cas parmi les sources qui alimentent aussi ce podcast, hein, cette discussion, on va dire. Je vois que de plus en plus de sites intéressants, en tout cas, commencent à s'orienter vers un modèle semi-payant, on va dire. Hein. Il y a quand même bon, voilà. Et nous, on est tout à fait prêts à payer les abonnements qu'il faut pour avoir accès à cette information, pour pouvoir en débattre, justement, pouvoir débattre de l'actualité avec tout un chacun. Nous, on n'a aucune exclusive par rapport à ça. Donc voilà, on peut passer à la suite peut-être. Hein. La suite, c'est ceci. Une fois de plus, la lettre A, mais A comme Amazon pour le coup. Amazon qui dévoile le nouveau visage de son Echo Show 5. Bruno, alors on sait que toi, tu es adepte d'Alexa, si je puis dire. Tout à fait. Donc forcément, tu es tombé sur cette news, tu as sauté dessus. Peux le dire. Oui, je ne suis pas sauté sur Alexa, non. Virtuelle. Donc c'est ma compagne, oui, c'est ma compagne. Elle est partout dans ma maison, dans mon appart, que ça soit intégré à Sonos, que ça soit sous forme de petits échos ou autre. Et là, oui, justement, donc Amazon a lancé l'Echo Show 5, 5 n'étant pas la version, 5 étant la taille d'écran. Parce que l'Echo Show donc normal, 5 pouces. Donc l'Echo Show normal, il fait 10 pouces, un écran de 10 pouces. Donc c'est en fait la version donc de l'assistant personnel d'Amazon avec un écran. Hein, d'accord. Vous voyez, il y a un modèle avec un écran rond, il y a un modèle avec un écran rectangulaire. Et là, c'est le nouveau modèle avec un écran rectangulaire, donc avec un écran de 5,5 pouces au lieu
10 pouces, 1 pour l'écho show normal. Donc voilà, Amazon continue à étoffer sa gamme d'assistants personnels. C'est assez intéressant parce que ici, c'est vraiment une taille qui est prévue pour mettre sur sa table de chevet. Donc, via cet écran-là, on va pouvoir faire de la vidéoconférence, afficher des informations visuelles par rapport à la météo, par exemple, ou par rapport aux requêtes qu'on lance à Alexa. Et notamment parce qu'aussi, il est lancé à un prix vraiment très, très bas. Il est lancé à 89,99 €. Donc, on pourra même le trouver probablement avec quelques promotions à un prix inférieur. Donc, voilà, c'est avec un écran de 5,5 pouces, donc c'est quand même pas mal, qui permet donc de faire tout ce qu'on fait avec son assistant personnel Alexa, au même titre que Google Home, que Siri, etc. Voilà, mais ils sont très agressifs au niveau des prix, voilà. Ouais, toujours pas disponible en Belgique normalement, si je dis pas de bêtises. Non, normalement il n'est pas encore disponible en Belgique. On peut l'acheter via d'autres sites, donc via Amazon Allemagne, via Amazon France. Si on se le fait livrer en France, en Allemagne pour le coup. Effectivement, nous au Luxembourg, on est dépendant d'Amazon Allemagne, mais il n'est pas livrable au Luxembourg. Après, il existe des moyens d'avoir des boîtes à lettres qui font une redirection des colis. Donc, je fais une toute petite parenthèse. Google a annoncé cette semaine le lancement de Google Home Belgique. Donc en belge, donc en français, mais de Belgique et en néerlandais aussi, je suppose. Première question que l'on pose à ce nouveau Google Home plus localisé, par exemple, quand est la fête nationale, il répond invariablement le 14 juillet, donc voilà, ça marche pas super bien. J'ai l'impression que ça coince un petit peu. Un Belge France. Voilà, ça bloque aussi un petit peu du côté de Sébastien, qui est tout frisé. À mon avis, il est un petit peu plus là, j'ai l'impression, Sébastien. 1, 2, 3, Sébastien, nous entends-tu ? Il nous entend pas, donc ça va être embêtant pour le sujet suivant, puisqu'on va parler avec Sébastien de Asus, si tout va bien. Donc voilà. Ah, il est là. Ah, il est de retour. Donc, désolé. C'est pas ta faute. Je précise au passage que à Bali, il est 2h du matin. Vous savez, c'est l'heure où ils redémarrent les routeurs, tout ça, parce qu'il n'y a personne qui les utilise. C'est peut-être ça aussi, oui. On n'y avait pas pensé, en fait. C'est ça l'idée. Pourvu qu'ils ne coupent pas le courant la nuit. Oui, c'est ça. Donc on parle d'Asus qui fait une débauche d'écran, manifestement. C'est la nouvelle mode maintenant. On met des écrans partout, c'est ça un peu l'idée ? Voilà, c'est ça. Donc Asus qui annonce, alors ça me fait tout drôle à moi-même, je me reconnais plus là quand je me vois dans la webcam. Je vais vous parler d'un PC. Tout ça sort. Donc à l'occasion du Computex, donc le salon informatique qui a lieu à Taïwan, à Taipei, une marque taïwanaise elle-même, Asus, a présenté un nouveau laptop, alors qui n'est pas encore en vente, mais qui le sera normalement au 3e trimestre de cette année, qui s'appelle le ZenBook Pro Duo. Et qui compte pas moins de, accrochez-vous à vos sièges, 3 écrans. Wow. Alors forcément, quand on dit 3 écrans sur un laptop, on se souvient de ces espèces de bricolage immonde avec des écrans sur les côtés et tout ça. Non, c'est pas de ça qu'on parle. On parle de 3 écrans, donc un en position normale, on va dire, un deuxième écran qui se situe dans la moitié supérieure de la partie inférieure du laptop, donc au-dessus du clavier. Voilà. Et un 3e écran plus petit et plus anecdotique, on va dire, à droite du clavier, qui pour le coup fait à la fois office de trackpad et de pavé numérique, puisqu'il y a un écran dedans. L'originalité du truc, c'est que le 2e écran, donc celui qui est au-dessus du clavier, c'est un écran OLED, au même titre que le principal. Donc le principal fait 15,6 pouces en résolution 4K. UHD, HDR, tout ce que vous voulez. Le 2e écran, donc celui qui est au-dessus du clavier, est aussi un écran UHD, pas 4K évidemment, mais voilà, avec aussi en OLED et avec une finition mat pour qu'on puisse bien voir comme il faut. Le clavier est un clavier mécanique, ce qui est pas négligeable non plus, et le tout embarque un Core i9 assez véloce, une carte graphique Nvidia RTX 2060, c'est pas non plus de la gnognotte, jusqu'à 32 Go de RAM, jusqu'à 1 Tera de disque dur. Vu l'épaisseur qu'ils perdent à cause de ce 2e écran et tout, c'est quand même pas mal. En plus, la bête est plutôt bien designée.
hein, comme sait le faire Asus aussi. Ils ont mis un système de charnière assez intéressant, je trouve, parce que ça, en gros, ça fait réhausseur intégré. Quand vous ouvrez le clavier, il y a une partie de la charnière qui est en dessous. C'est pas mal du tout. Et il y a rien à faire, mais moi, ça m'a tapé dans l'œil. Le voyageur que je suis et qui se plaint toujours de ne pas avoir assez d'espace d'écran quand il développe, parce que j'aimerais bien afficher ma doc en même temps que mon code, ou mon code en même temps que ma preview, ou même quand je fais du montage vidéo, avoir ma timeline d'un côté et la preview de l'autre. Et ben tout ça sur ce genre d'écran devient possible sans pour autant embarquer. Pour le coup, Asus fait aussi des écrans externes. Vous pouvez brancher en USB-C, etc., mais qui pèsent leur poids. Et là, ici, on a tout embarqué dans le même laptop, un laptop assez puissant en plus. Donc, je trouve le concept plutôt intéressant. Il y a une volonté aussi de la part d'NVIDIA d'attaquer le marché du créatif, hein, sur PC, parce qu'on voit que du côté d'Apple, ils sont un petit peu attentistes de ce côté-là, et donc voilà, une place à prendre. Donc ils s'y précipitent, et c'est assez logique. Et Asus est une des marques justement qui participe de ces concepts de machines un peu plus créatives. Bon, après, il faut voir comment ça se configure aussi, hein. Les écrans, c'est bien d'en avoir plusieurs, mais il faut voir s'ils se configurent de manière... Alors, est-ce qu'il y a à part le trackpad, on se doute bien que la partie trackpad est tactile, ça me paraissait assez évident. Le restant, il y a quelque chose de tactile ou pas du tout Oui. Donc, pas l'écran principal, si j'ai bien compris, mais l'écran qui est au-dessus du clavier est lui-même tactile, et il est en plus, le laptop est livré avec qui permet aussi de l'utiliser comme une espèce de petite tablette graphique, ou pour faire du handwriting, etc. Donc c'est plutôt pas mal pensé. En plus, on parle de son Harman Kardon, on parle de reconnaître clairement à la haut de gamme. Et, c'est parce que et tout ça. Je surréagis parce que tu lagues un tout petit peu. Et on entend tout, on comprend tout. Donc, mais c'est un petit peu, c'est un peu saccadé. Donc voilà, on sent que cette machine t'a tapé dans l'œil. C'est dommage, elle ne tourne pas sous OS X. C'est sans doute son seul défaut. En fait. J'en appelle à tous les Hackintoshers, hein, ceux qui savent faire des drivers pour ce genre de machine. S'il vous plaît, je veux installer macOS sur cette petite bête, parce que effectivement, comme tu disais, Apple sont pas seulement attentistes avec les créatifs, avec tout le monde. Leur laptop me frustre de plus en plus. J'ai un MacBook Pro 2017 et je peste dessus régulièrement. Donc, je commence à regarder tout doucement ailleurs, même si effectivement, je suis beaucoup trop dépendant de macOS, ne serait-ce que pour le développement iOS. Donc, oui, et puis voilà, c'est une question de goût aussi, d'habitude, sans doute, et puis l'écosystème, on ne va pas refaire le schéma ici. Ceci étant dit, on fait de très beaux PC aujourd'hui, et c'est bien de le savoir aussi. Bon, après, il faut que le système d'exploitation fonctionne correctement, et ça, c'est une autre paire de manches, mais on ne va pas faire nos mauvaises langues aujourd'hui sur ce sujet-là. Hein. Ils sont tous les deux d'accord pour dire non, alors qu'ils sont tous les deux Apple fans, donc on est tous d'accord. Ok, on peut passer à la suite. Tiens, la lettre H comme Huawei, il y avait longtemps. C'était le gros sujet de la semaine dernière et ça percole encore cette semaine. Hein. On ne va pas remettre tout ça sur la table. La fameuse liste noire sur laquelle Huawei apparaît maintenant aux États-Unis et empêche les entreprises américaines de travailler avec la firme chinoise. On en a fait quelques tartines, on va dire, la semaine dernière, pas que nous d'ailleurs, hein, soyons clairs. On savait qu'il allait y avoir des suites, forcément. Bruno s'est penché là-dessus et c'est l'occasion justement de parler un petit peu des suites de cette affaire Huawei avec la réponse de la Chine par rapport aux États-Unis. Oui, c'est un petit addendum donc au bonus de la semaine passée. Voilà, la Chine cherche, mais la Chine qui est derrière cette société, donc c'est pas Huawei qui cherche la riposte, c'est vraiment la Chine, le gouvernement chinois, pour qui Huawei est très très important, et Huawei est beaucoup sous l'emprise, et c'est d'ailleurs ça le problème pour les États-Unis, pour d'autres pays, c'est que Huawei est beaucoup sous l'emprise des militaires et du gouvernement chinois. Donc ça, c'est ça le problème qui est à la base de toute cette problématique. Et là, la Chine donc dit, voilà, nous, on va maintenant mettre des bâtons dans les roues des États-Unis parce qu'on va les menacer d'embargo sur les terres rares. Terres rares, c'est les métaux indispensables pour fabriquer pas mal d'appareils électroniques et dont d'ailleurs 90% de la production est chinoise. Donc, voilà, la Chine étant très très grande, voilà, ils ont forcément une grande partie des terres rares.
Donc ça serait leur riposte. Par contre, oui, et ça, c'est quelque chose que beaucoup ont commenté là sur cette annonce de la Chine, c'est qu'ils oublient une chose, c'est que les États-Unis n'achètent pas directement des terres rares à la Chine, mais ils achètent les produits déjà fabriqués à partir de ces terres rares, qui sont le plus souvent fabriqués dans d'autres contrées comme le Japon ou d'autres pays d'Asie. Donc voilà, donc les terres rares sont exportées en Asie, mais pas aux États-Unis. Et donc ça va, c'est une menace comme une autre. Bah, c'est juste pour faire parler d'eux, je dirais, pour dire voilà, on va pas se laisser faire effectivement en tant que pays par rapport à une attaque de ce genre-là. Et c'est on sait que on sent que ça va pas se finir là et que finalement on va peut-être aller vers une guerre froide, new tech comme on l'a connu un peu par le passé aussi. Donc voilà, c'est quand même assez inquiétant. Avec des enjeux d'importance, parce qu'ils sont quand même très à la pointe Huawei sur tout ce qui est 5G, et on sait que le déploiement de la 5G, c'est quelque chose d'important un peu partout dans le monde, et en Europe en particulier. Je voyais quelques tweets dans la journée, je rappelle que nous enregistrons le jeudi, donc nous sommes le 30 mai, je voyais qu'il y avait quelques expérimentations en ville, à Londres, de cartes de captation broadcast qui faisaient de la transmission en 5G, et on voyait très clairement le logo Huawei sur les antennes. Donc voilà, c'est un fournisseur important dans le domaine, donc on va voir ce que ça va donner sur le moyen terme. Et puis comme on le disait dans le bonus de la semaine dernière, ça dit aussi beaucoup de notre dépendance aux produits chinois et américains, quoi. Ça, et on va en reparler un peu plus tard donc de la 5G et Huawei. Ouais. Donc, oui, justement, oui, effectivement. Je ne sais pas si Sébastien avait un mot, parce qu'il n'a pas eu l'occasion de s'exprimer sur ce sujet, mais on va en continuer à parler de Huawei dans un instant, mais sur l'idée de la liste noire, etc., voilà, juste un mot peut-être. Un mot qui va laguer, hein, mais un mot quand même. Voilà, c'est tout. Donc voilà, mais il y a encore matière à discussion, Sébastien. Ne t'inquiète pas, comme par exemple... H comme Huawei, une fois de plus, qui dément le remplacement d'Android. Ça, c'était une autre piste. Certains avaient dit, bon, finalement, ils n'ont pas besoin d'Android, ils ont en cours de développement leur propre OS pour leur smartphone, donc ils vont pouvoir se passer d'Android assez facilement. Finalement, Huawei dément le remplacement d'Android, et donc reste avec la version actuelle, en tout cas, de l'OS de Google, Bruno. Oui, donc on en avait aussi parlé dans le bonus. Effectivement, donc une des conséquences de l'embargo américain, c'est qu'effectivement que Google ne va plus proposer ses services à Huawei. Donc pour le commun des mortels, ce qui est le plus important, c'est l'OS, on va dire, ce qui n'est pas forcément le cas. Parce que l'OS, oui, effectivement, il peut être remplaçable. Donc là, même si ils ont quelque chose sur le coude, donc il y a un OS qui est effectivement développé in-house, et ça, ils l'ont prévu depuis des années, parce qu'effectivement, eux ont compris qu'être dépendant de quelqu'un, c'est pas toujours la bonne chose. Par contre, ils sont pas encore au point où ils pourront sortir cet OS concurrent assez rapidement. C'est pas que l'OS, faut pas oublier que c'est pas que l'OS, mais c'est tous les services de Google, comme Gmail, comme Maps, comme tous ces services-là qu'il faut cloner finalement, il faut refaire. Le store aussi. Le store, à la limite, toutes ces sociétés chinoises ont généralement leur propre store à cause justement de toutes les applications chinoises. Donc ça, à la limite, c'est quelque chose qu'ils ont déjà quasi prêt. Peut-être pas en anglais, mais en tout cas, il est là. Il suffit de le traduire. Mais imaginez, ne serait-ce que Google Maps, c'est très compliqué. Donc là, c'est un système de cartographie. Après, il y en a d'autres des systèmes de cartographie. Après, il y en a beaucoup à nouveau qui sont très dépendants des États-Unis ou qui sont aux États-Unis. Donc, ils auront le même problème que Google. Donc voilà, c'est rien de remplacer quelque chose d'américain par quelque chose d'américain qui n'ont pas. Donc là, de toute façon, jusqu'à la fin de l'année, ils sont encore sous contrat sous licence avec Google. Donc jusqu'à la fin de l'année, ils n'ont pas de souci. Jusque-là, ils auront le temps vraiment de tester tout ça et d'avoir quelque chose. Ou alors, voilà, il y aura quelque chose qui va changer dans la politique et ils vont trouver un accord pour que finalement, Huawei soit quand même sorti de cette liste noire et ça reprenne le bon chemin, on va dire. Mais pour l'instant, ils ont encore accès, je pense, aux mises à jour de sécurité, je pense sur les versions actuelles installées sur leurs appareils. Par contre, ils n'auront vraisemblablement
probablement pas accès aux nouvelles versions d'Android dans le futur si les choses restent en l'état. Hein. Je pense que c'était ça le... Jusqu'à la fin de l'année 2019, ils sont sous licence. Donc jusque-là, pas de souci à se faire. Par la suite, il pourrait y avoir des problèmes. Fameuse tempête quand même, hein. On tient à la rappeler. On y reviendra d'ailleurs, parce qu'effectivement, on va parler de téléphonie un petit peu plus loin dans cet épisode. Toujours pas un petit lag à nous donner. Si. Il y a quand même un truc, effectivement, tu parlais que c'est pas que l'OS, de fait, il y a les services qui vont à côté, mais il faut pas oublier aussi l'effet réseau, c'est-à-dire l'écosystème qu'il peut y avoir. Et il suffit de regarder le faible achalandage du store de Amazon, par exemple, qui est un store Android, etc., et où il n'y a pas un chat, il y a peu de développeurs qui pensent à publier leurs apps sur ce store-là. On se souvient évidemment de la difficulté qu'a eu Microsoft à lancer son propre écosystème. Donc derrière Android, il y a aussi l'Android, le Play Store avec avec tout l'intérêt qu'il a pour les développeurs. Et ça aussi, c'est difficile à reproduire. Affaire à suivre, hein, comme on dit dans ces cas-là, et je pense que tout le monde est très au taquet sur cette question, parce que ça va faire jurisprudence pour un tas d'autres trucs à certains degrés, donc autant garder un œil dessus, effectivement. On est déjà à la lettre I comme IPTV. C'est un domaine qu'on a déjà abordé chez les technos, sous forme de hors-série, par exemple, avec l'autre Sébastien, il y a déjà quelques mois de cela. IPTV, on en reparle de plus en plus, manifestement, Sébastien. À quel niveau exactement ? Alors, justement, je pense que jusqu'à maintenant, quand on en parlait, c'était un peu sous l'angle un petit peu subversif de on va utiliser un petit boîtier pour aller chercher des offres pas tout à fait officielles et tout ça. Et donc, c'était une pratique qui était encore vraiment marginale dans l'ensemble. On rappelle, c'est l'idée de, en gros, à la base, juste transporter des flux TV autrement que par le hertzien ou la TNT, mais en passant par des flux Internet, ce qui, au passage, est utilisé par des offres tout à fait officielles, comme en vrac le MyCanal de Canal+, l'offre RMC Sport de SFR, Molotov, effectivement. Donc voilà, il n'y a rien d'illégal dans la technologie en soi, mais l'utilisation qui en est parfois faite, c'est que vous avez des gens qui payent des abonnements assez rikiki à des offres pas tout à fait officielles, qui en fait rediffusent des contenus pour lesquels ils n'ont pas de licence et qui permettent à tout un chacun de bénéficier de milliers de chaînes de partout dans le monde pour des prix ridicules et de manière, encore une fois, pas tout à fait légale, en tout cas du point de vue des diffuseurs. Et il se trouve que cette pratique qui était jusqu'à récemment assez marginale se démocratise à la faveur des connexions Internet qui deviennent avec des bandes passantes de plus en plus larges, à la faveur aussi d'interfaces d'expérience utilisateur qui sont de plus en plus accessibles pour ces offres alternatives. Et donc, on s'éloigne tout doucement de la marge, puisque l'IFOP a estimé qu'il y avait 5% des Français qui utilisaient ce genre de système. C'est quand même pas négligeable. Évidemment, ça commence à faire grincer des dents, notamment au niveau des diffuseurs d'événements sportifs. On parlait de SFR tout à l'heure, ils payent quand même 350 millions d'euros par saison de la Ligue des Champions. C'est quand même pas rien. Et donc, sachez quand des gens arrivent à avoir accès à la Ligue des Champions par d'autres pays ou via d'autres offres qui, eux, n'ont pas payé ces droits-là. Et c'est pas les seuls contenus, évidemment. D'un autre côté, leur première réaction, évidemment, la réaction naïve, c'est juste d'aller dire oui, cadre législatif, il faut interdire ce genre d'offres, il faut obliger les fournisseurs d'accès à bloquer ce genre de flux. Ça peut pas continuer comme ça, notre modèle économique est pas viable. Enfin bon, si votre modèle économique est pas viable, vous avez aussi la possibilité de vous poser la question de savoir pourquoi les utilisateurs, les consommateurs se tournent aussi vers ce genre d'offres. C'est pas juste parce que ça devient possible, c'est aussi parce que c'est intéressant et parce que vos offres, elles sont complètement fragmentées. Quand on doit payer un abonnement Netflix, un abonnement Canal+, un abonnement Disney Channel, je sais pas quoi, HBO, Hulu, machin, ça revient vite à quelques centaines d'euros. C'est juste pas jouable. Sans compter qu'en plus, quand vous payez des bouquets comme ça, la plupart des chaînes du bouquet, elles vous intéressent pas. Il y a des bouquets qui se chevauchent parce qu'il y a des chaînes en commun, etc. Mais bon, quand vous voulez vous faire votre petite offre, vous devez combiner tout ça. Donc,
il y a une vraie opportunité aussi pour revoir les offres, peut-être faire un truc, une espèce de gigantesque catalogue à la carte. Évidemment, c'est pas eux qui vont faire ça. Ils ont déjà fait l'erreur à l'époque des MP3 et maintenant ils se plaignent que Apple impose ses conditions avec iTunes. Ils ont fait la même erreur à l'époque du streaming. Maintenant ils se plaignent que Spotify impose ses conditions. Ils peuvent aussi anticiper un petit peu et être un peu créatifs et innovants et proposer un autre modèle économique. Mais voilà, ils s'accrochent comme des moules à leur rocher, à leur modèle économique, et ils ont du mal à innover, alors que c'est visiblement ce que le consommateur a l'air de demander, quoi. Alors, tu le dis, c'est leur modèle économique, là tu parles des opérateurs, des distributeurs, etc., mais il est aussi quelque part imposé par les ayants droit eux-mêmes, les différentes ligues de football par exemple, tu citais le football qui est à la base du système aussi, hein, il faut bien le reconnaître. Donc c'est eux que je vise. Voilà, c'est tout le système. D'un autre côté, si les diffuseurs n'étaient pas prêts à payer 350 millions parce qu'ils s'ils savaient que c'était pas, ils n'arriveraient pas à le rentabiliser derrière, ils paieraient pas ces montants-là. Donc les enchères seraient plus basses aussi. Oui. Donc c'est parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir répercuter ce coût-là sur leurs consommateurs en les traitant comme des vaches à lait qu'ils le font. Et quand on parle Quand on parle de cette problématique-là, ici, on parle effectivement de l'IPTV, donc du direct, hein, de ce qu'on appelle le linéaire. Et c'est vrai que c'est dans le linéaire, peut-être que, effectivement, des événements comme le foot, enfin le sport de manière plus générale, c'est là que ça s'exprime encore le mieux. C'est dans le linéaire, parce qu'il n'y a rien de plus triste que de voir un match qui a déjà eu lieu et dont on connaît le résultat, par exemple. Donc voilà, il y a encore tout le chapitre vidéo à la demande, qui devrait aussi sans doute évoluer et qui semble être sur des pistes un petit peu plus saines, entre guillemets, en tout cas au niveau des pays où on sent que les opérateurs s'associent les uns avec les autres pour essayer de faire des offres globales qui permettent aux gens effectivement de ne pas aller à la poche toutes les 30 secondes pour essayer d'avoir l'ensemble du contenu, que là il y a peut-être moyen d'arriver à un résultat et d'avoir une force aussi, un poids par rapport justement aux ayants droit, pouvoir négocier des prix intéressants pour nous, les utilisateurs. Ça, c'est encore un tout autre débat. Mais effectivement, l'IPTV, c'est quelque chose dont on avait déjà parlé, comme je le disais, et qui, on le sentait bien déjà, était une tendance un peu lourde sur le marché de ceux qui veulent encore regarder la télévision de manière linéaire, c'est-à-dire de prendre rendez-vous avec les programmes à telle heure fixe chaque jour. Voilà. Il y en a encore. Hein. Chez les jeunes, il paraît que c'est beaucoup plus rare. Les plus jeunes ne comprennent pas pourquoi ils doivent attendre 20 heures pour regarder le journal, par exemple. Et ils voudraient bien le voir tout le temps. Donc, ou jamais. Enfin, c'est un autre problème. La lettre M comme météo, ça va, aujourd'hui c'était pas mal. Météo, en même temps on est presque au mois de juin, c'est un petit peu normal qu'il fasse un petit peu meilleur. Les prévisions météo plus précises, c'est avec Bruno. Mais justement, tu dis aujourd'hui il a fait bon, mais l'avais-tu prévu ? Avais-tu prévu de faire un barbecue ou autre chose ? En même temps, si moi je fais un barbecue, je fous le feu allumable, hein, donc ça va pas le faire du tout. Ça reste toujours, on dépend de toute la technologie qu'on a de nos jours, les prévisions météorologiques restent quand même parfois très aléatoires. Donc là aujourd'hui, il ne devait pas pleuvoir à Luxembourgville, je me suis retrouvé sous la flotte. Juste pour dire, voilà, donc plein soleil dans toutes les prévisions météorologiques, mais ça a foiré. Donc voilà, donc il y a une société qui justement a eu le même constat, société américaine, une startup qui s'appelle Climacell, et en fait, il y a eu quelques petits événements aux États-Unis, là, par exemple le 14 avril, où les météorologues avaient prévu à peine 3 cm de neige, il y en a eu 13. Donc là, ça a créé beaucoup de soucis au niveau des avions, des aéroports, etc. Ça a causé énormément de pertes économiques. Et eux l'avaient prédit. Eux, ils avaient prédit qu'il y aurait plus de 10 cm de neige. Donc on aurait pu éviter beaucoup de chaos à ce niveau-là. Mais comment ont-ils fait ? Vous allez dire, parce qu'ils sont devins. Non, ils ont utilisé la technologie. Donc voilà, en fait, ils ont mis en point pas mal d'algorithmes qui vont analyser différentes sources. Parce que le problème dans les prévisions météorologiques, c'est qu'il n'y a pas assez de données pour prévoir un modèle. Donc, l'idée, c'est de trouver des nouvelles données. Et des nouvelles données, en fait, elles sont trouvables un peu partout.
on a tous un téléphone en poche. Ouais. On conduit tous peut-être une voiture connectée. Il y a plein d'autres capteurs qui sont installés un peu partout, qui sont des objets connectés et qui peuvent fournir des données qui sont plus ou moins en relation avec la météo. Donc, ils ont eu l'idée d'accumuler toutes ces données-là, que ce soit de téléphone, que ce soit d'antennes de réseau téléphonique, par exemple, parce que figurez-vous, par exemple, que la qualité d'un signal entre un téléphone et l'antenne peut définir les conditions météorologiques, et ainsi de suite. Donc, toutes ces données-là, ils vont les travailler, compiler pour pouvoir prévoir avoir un modèle météorologique et de tout ce qui est eau aussi, donc retombées d'eau, etc., plus fiable. Donc, ça va permettre donc à tous ceux qui sont dans le domaine, que ce soit aviation, que ce soit à tout ce qui est éolienne, et aussi pour prévenir donc des catastrophes naturelles finalement, de pouvoir économiser déjà des vies humaines, beaucoup de pépettes, éventuellement. Donc voilà, c'est à ça que ça sert. Ils vont bien entendu vendre leur technologie, ils vendent leurs données. Ils font pas ça pour la beauté du geste. C'est juste parce que voilà, avec ça, ils vont pouvoir gagner beaucoup d'argent parce que ça intéresse beaucoup de monde. Donc voilà, le jour où on verra toutes les données qui seront comme ça agglomérées, on va pouvoir vraiment avoir une prévision de ce sera la météo beaucoup plus fiable que de nos jours. C'est déjà pas mal fiable en ce moment, mais ça reste des progrès. C'est un véritable enjeu, hein, les prévisions météorologiques, dont on le voit d'ailleurs, les supercalculateurs, la plupart d'entre eux en tout cas, quand on nous annonce encore un supercalculateur, etc., c'est souvent pour faire des prévisions météorologiques un peu plus pointues, un peu plus spécifiques, pour tel ou tel domaine. Il y a des gens qui sont prêts à payer très très cher pour avoir des informations météo précises, parce que de cela va influencer, on va parler du sport par exemple, ça peut influencer les résultats sportifs par exemple. Une course de Formule 1 par exemple peut être, ou un tournoi de tennis peut être influencé par les changements climatiques, et on revient au droit télévision. On peut pas en éviter. Non mais c'est vrai, voilà, c'est ça qui est assez impressionnant de ce côté-là. Je ne sais plus ce que je voulais rajouter, rien de spécial a priori, sauf peut-être que Sébastien, lui, avait envie de rajouter quelque chose. Et je rajouterais juste que c'est un défi qui va être d'autant plus difficile à relever avec justement le réchauffement climatique et donc l'augmentation de l'entropie, on va dire, dans l'atmosphère, qui fait que tous ces événements vont être de plus en plus difficiles à prévoir, sauf à rajouter tout un tas de données dans nos modèles. Donc il faut courir après le changement climatique. Oui, c'est un peu ça aussi. Effectivement. Donc voilà, des choses qui sont intéressantes. On s'imaginait pas. On savait qu'avec les smartphones, à l'époque des DGC, mais on pouvait définir les ralentissements routiers. Puisque on peut borner les smartphones, et s'ils sont à l'arrêt sur un grand axe, c'est qu'il y a un embouteillage. Donc voilà, ça on le savait déjà. La météo, on le savait moins. Maintenant, on le sait. On va prendre un peu de hauteur, comme on le fait souvent d'ailleurs quand Sébastien est dans le coin, puisque c'est une de ses passions, l'espace infini, et au-delà même aussi. Starlink, ce sont les premières nuées de satellites qui ont été envoyées par SpaceX cette semaine, Sébastien. Qui a frisé. Et bien sûr, c'est à chaque fois que c'est à moi de parler que ça rame. Oui, c'est ça. Mais on t'entend par contre. C'est ça qui est particulier. Donc, c'est parce que le signal va dans l'espace et tout ça. Oui, c'est ça. C'est compliqué. Mais c'est bien. C'est raccord avec le sujet. Oui, exact. Donc, Starlink. Donc, on va parler de Starlink. Encore, j'avais le choix entre S comme SpaceX ou S comme Starlink. J'ai choisi Starlink. Voilà. Alors, pour rappel des faits, le vendredi 24 mai dernier, après avoir décalé le lancement quelques fois pour des raisons techniques, mais en même temps, ils s'en fichaient. Pour le coup, c'était SpaceX qui lançait son propre matériel, donc il dépendait de personne. Et ils ont lancé donc une nouvelle fusée Falcon 9 avec à son bord la bagatelle de 60 satellites. Destination orbite basse pour la constellation Starlink. Alors on rappelle, Starlink c'est une constellation donc de satellites Internet qui devrait à terme être constituée de 12 000 satellites pour proposer une offre Internet haut débit global. Alors 12 000 satellites, c'est énorme. Pour remettre les choses en perspective, depuis le début où on envoie des machins dans l'espace, on en a envoyé 9000 en tout. C'est ça, oui. Et là, SpaceX prévoit d'en envoyer plus que tout ça.
Donc voilà, c'est quand même assez intéressant parce que bon, on pourrait se dire ouais, mais Internet par satellite, ça fait longtemps qu'on nous le sert. C'est lent, ça marche très bien en descendant, mais pas super bien en montant. Ça a des latences de fou. C'est vrai quand on utilise des satellites en haute altitude, style géostationnaire et compagnie. Là, on parle de satellites qui tourneraient à 540, 550 km d'altitude maximum. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est à peine 150 km plus haut que la Station spatiale internationale, donc c'est pas très très haut. C'est des satellites qui sont beaucoup plus nombreux, qui peuvent communiquer entre eux et avec la Terre via des stations au sol, avec des latences beaucoup plus faibles. Et à terme, l'objectif de SpaceX, c'est de proposer, encore une fois, une offre Internet globale. Alors, ça pose d'autres questions. Évidemment, c'est pas pour. On va reparler des questions plus tard. Là, ce qui était impressionnant, c'est d'abord que le lancement, c'était la plus grosse payload qu'ils avaient, la plus grosse charge utile qu'ils avaient jamais envoyée dans une Falcon 9. Je crois qu'en tout, il va y avoir 16-17 tonnes, un truc comme ça. Ouais. Donc c'était une grosse grappe de satellite plus le bus, on est à peu près à 17 tonnes, 227 kilos, je crois, par satellite. Donc c'est quand même pas mal. En plus, c'était un premier étage qui volait pour la 3e fois, donc ils ont réutilisé à fond. Ils ont récupéré, je crois, les fairings cette fois-ci aussi. Ils ont récupéré le premier étage de nouveau en pleine mer, ça devient presque une habitude maintenant. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est la technologie des satellites qui embarque par exemple un système de propulsion ionique au krypton, alors que d'habitude on utilise du xénon, qui est plus efficace mais plus cher. Donc voilà, là, ils ont privilégié le prix et tout un tas de systèmes accessoires, notamment pour répondre, alors on en arrive aux questions, ça fait beaucoup de space junk, tout ça, ça fait beaucoup de déchets dans l'espace. Comment on va résoudre les problèmes de collision qui peuvent se produire? Eh ben, SpaceX a dit, c'est simple, nous, déjà, nos satellites, on a prévu suffisamment de carburant dans la propulsion justement pour les faire redescendre assez rapidement. En plus, ils sont sur une orbite assez basse où il y a encore suffisamment d'atmosphère pour que naturellement ils redescendent. Et ils sont prévus pour brûler à 95% dans l'atmosphère. Dans l'atmosphère? Je termine ces mots de nouveau, parce que là, c'est un nouveau lagué. Oui. Je terminais ton mot, c'était atmosphère. Et en plus? Et en plus de ça, comme dans les Tesla, il y a un système d'évitement de collision. D'accord. Ah, ça c'est bien. Je sais pas si... Ouais, on a bien entendu. Et donc voilà, à côté de ça, il y a aussi des questions qui se sont posées sur la visibilité des machins, et notamment pour les astronomes qui s'inquiètent un petit peu de la prolifération de cette pollution visuelle dans leurs images de télescope. Parce que jusqu'à maintenant c'était assez gérable, mais là il y a certains télescopes sur lesquels à peu près sur chaque image ils sont à peu près sûrs de bouffer quelques pixels avec ce satellite qui est et qu'ils vont devoir enlever. Oui. On doit nettoyer les images. Oui. Voilà. Et alors j'ai mis à l'image, on peut les voir à l'œil nu encore dans le ciel, dans un ciel pas trop pollué. Là c'est une photo qu'a prise notre ami Damien Van Acter. Donc en Belgique, mais il y a des vidéos, je vous ai mis le lien dans le blog post, une vidéo dans le ciel hollandais où on voit carrément, bien clairement le chapelet de 60 satellites qui se suivent en randonnion d'un dia par deux. C'est magnifique. C'est assez impressionnant. Alors, tu disais il en faudra 12 000, enfin au total il y en aura 12 000. Est-ce que je dis une bêtise si dans 60 lancements, donc avec plus de 360 satellites, ils seront déjà en partie opérationnels? Il me semblait que ça allait aller assez vite en fait. Dans les faits, ce que Elon Musk a précisé, c'est que déjà ces 60 satellites, c'est des satellites de test. Par exemple, ils sont pas capables de communiquer entre eux, donc ils vont pas pouvoir faire grand-chose et ça va pas être intégré directement à l'offre commerciale. Pour avoir une offre commerciale minimale, il leur faut encore 6 lancements similaires, donc 360 satellites. Et pour avoir une offre modérée, comme ils ont dit, il leur faut à peu près 700 satellites, donc il leur faut 12 lancements en tout. D'accord. Donc c'est pas pour tout de suite. Ne résiliez pas votre abonnement GSM tout de suite. Attendez un peu, ça va prendre quelques années à déployer tout ça.
Mais voilà, ça va être particulièrement intéressant. Évidemment, les 12 000 satellites, c'est pour la couverture totale et en tenant compte du fait aussi qu'ils vont devoir régulièrement les remplacer, vu que régulièrement, il y en a qui vont tomber dans l'atmosphère, brûler, il faudra en remettre des nouveaux. Donc voilà. C'est un modèle économique intéressant. L'Internet mondial, c'est vrai que ça va être intéressant à observer, quoi. Il y a eu quelques vidéos qui ont circulé, comme c'est souvent le cas avec Elon Musk et ses sociétés. Hein. Il faut suivre les comptes Instagram, par exemple. Où ils montraient, par exemple, que c'était des satellites un petit peu particuliers parce qu'ils n'ont qu'un seul panneau solaire qui s'ouvre sur le côté, alors qu'on a l'habitude de voir vous savez, les satellites classiques avec deux panneaux solaires qui s'ouvrent de chaque côté. Donc voilà, c'est un nouveau modèle en quelque sorte, et donc à observer une fois de plus. Et c'est ce que nous allons nous appliquer à faire dans les technos les mois et années qui viennent. On en est à la lettre T comme téléphonie, on avait dit qu'on en parlerait. Ben, on va en parler maintenant justement de la 5G et de Huawei une fois de plus. En Europe, quid de la 5G, Bruno? C'est la question qui se pose et certains de nos auditeurs nous ont fait réagir, en tout cas nous ont envoyé quelques liens intéressants sur le sujet. Oui, on parle beaucoup de Huawei, on les cite surtout pour les téléphones, mais il ne faut pas oublier qu'ils ne font pas que ça, ils font surtout autre chose. Ils font de l'équipement, sont des équipementiers, fournisseurs d'équipements à pas mal de fournisseurs d'accès 4G et 5G, en Europe notamment, aux États-Unis aussi, mais en Europe. Et là, donc c'est l'Institut Montaigne qui préconise carrément, effectivement aussi au niveau européen, de se passer de Huawei. Pas pour la téléphonie, pas pour les téléphones, on va dire, mais pour le réseau qui serait mis en place avec le hardware Huawei. Donc ça pose vraiment de questions. Ils vont sur le même fond que l'administration Trump, de dire voilà, vu les liens entre Huawei et le gouvernement chinois, il y a quand même des forts risques d'espionnage, etc. au niveau de ces infrastructures-là. Du coup, en Europe, on commence à être un peu plus conscient de ces problématiques-là, de la vie privée, etc. Donc là, voilà, il faudrait, selon l'Institut, et c'est tout à fait justifié, je dirais, se passer un petit peu et des Américains et des Chinois et développer des solutions européennes, qui existent d'ailleurs. Il ne faut pas oublier qu'il y a pas mal de sociétés européennes, dont Ericsson, par exemple, Nokia, qui font déjà ce genre d'infrastructure. Huawei sont quand même à la pointe de la technologie et sont très, très compétitifs côté prix. Donc, oui, malheureusement, pour nous consommateurs, ça voudra dire que tout simplement, les prix vont monter en flèche au niveau communication. Et la 5G sera vraiment le futur de tous nos objets connectés, de toute notre téléphone aussi, mais aussi de tous les objets connectés. Donc, mais Huawei est déjà très, très, très implanté en Europe. Si vous suivez le lien qu'on vous a mis dans le blog post, vous avez une petite carte un peu plus bas sur l'article directement de l'Institut Montaigne qui détaille exactement les implications de Huawei en Europe, et vous serez vraiment étonné que, à part la France, où Huawei est un petit peu impliqué, mais pas encore énormément. Au Luxembourg, quand on est en train de parler des pays, au Luxembourg, pas du tout. Donc, nous, on sera épargnés au Luxembourg. Mais beaucoup d'autres pays sont déjà fortement sous l'emprise de Huawei, avec des accords sur la 5G avec la plupart des opérateurs européens. Donc, ça sera déjà... Pour le coup, c'est Bruno que je suis en train de perdre. C'est ce qui peut arriver. Hein. J'ai plus le son Bruno, et donc c'est un peu particulier. Il y a une petite coupure du côté de Bruno. J'ai l'image, mais j'ai pas le son. Ah, mais voilà. Voilà, c'est ça. Non, c'est le son de Sébastien. Je sais pas si Sébastien, en attendant que Bruno retrouve le son, c'est un peu particulier. C'est bizarre, on ne l'entend plus. Sébastien, est-ce que tu avais un truc à rajouter par rapport à cette affaire Huawei et la 5G, justement, dont on parlait à l'instant? Ouais, non, effectivement, la dépendance vient aussi du fait qu'ils sont vachement en avance, parce qu'ils sont déjà, la 5G est déjà bien avancée sur le marché chinois, on poussait en masse parce qu'il y a le marché qui va avec, et donc ils ont une avance technologique et une avance de prix assez conséquente. Donc, ça va être difficile pour les opérateurs de se passer complètement d'eux, surtout s'ils ont déjà commencé certains déploiements.
C'est pas anodin ce genre de truc. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, moi au départ je me disais bon 5G, allez c'est encore un truc, c'est encore un gimmick marketing. Non, le fait est que c'est un vrai bond technologique en termes de débit, en termes de latence, en termes de plein de choses. Il y a des cas d'utilisation complètement nouveaux qui peuvent apparaître grâce à ça. À tel point d'ailleurs que c'est drôle parce que je crois que certains opérateurs américains comme AT&T ont rebrandé certaines offres 4G améliorées en disant que c'était comme, ouais, c'est presque de la 5G. Alors qu'en fait, non, ça n'a rien à voir. C'est Oui. carrément inférieur. Mais bon, évidemment, ils ont essayé d'exploiter le fait que maintenant, ils ont le champ libre pour proposer un peu n'importe quoi sans se fouler. Mais non, c'est un vrai bond technologique et donc ça va être chaud. Bruno est de retour parmi nous, si je ne dis pas de bêtises. Bruno, tu nous entends ? Ah non, nous on ne t'entend pas par contre, c'est très bizarre, ça ne veut pas revenir, on est désolé. Relance peut-être juste ta connexion et ça devrait, on va voir ce que ça va donner comme ça. Effectivement, je voulais juste préciser une chose, on parlait de ce rapport de l'Institut Montaigne. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Institut Montaigne, c'est un groupe de réflexion français qui existe depuis 2000 si je ne dis pas de bêtises, et qui regroupe des cadres d'entreprise, autres dirigeants, des techniciens, etc. et qui réfléchissent sur notre société de manière relativement globale. Donc voilà, on vous a mis également le lien vers l'article en question. Et je pense que Bruno est de retour, si je ne dis pas de bêtises. Exprime-toi. Vraiment. Bruno. Voilà, oui. Bruno. Ah, super. Je ne sais pas si tu as entendu ce qu'on a dit et si tu voulais conclure peut-être sur ce sujet. Non, moi j'avais plus rien à rajouter. Ah ben voilà, consommons local, consommons européen, comme ça on sera moins dépendant des autres. Tout d'un coup, il s'est trompé de podcast. Il était dans le podcast. Fruits et légumes. Ça s'appelle Les Maraîchers, c'est nouveau, c'est un nouveau podcast. On termine cet épisode 216 des Technos, enregistré ce 30 mai, je tiens à le préciser chaque fois, parce que c'est important de remettre les choses dans le contexte, par un W comme oui mais non. C'est pas courant, mais on a un oui mais non cette semaine, un petit peu spécial, Sébastien, puisque on a voté la semaine dernière, dimanche passé, enfin pour certains d'entre nous c'était dimanche, je pense qu'en fonction des pays ça différait un petit peu de jours. Quoi qu'il en soit, apparemment, il était possible de voter plusieurs fois aux élections européenne, et tu vas nous expliquer comment. Voilà, donc effectivement, le 26 mai dernier, le dimanche, pour la plupart des pays, même si je crois les Anglais ont voté avant, en plus des élections législatives en Belgique, sur lesquelles on va pas s'étendre, il y avait aussi des élections européennes, donc dans toute l'Europe. Et on rappelle, les élections européennes, le but c'est d'élire le Parlement européen, oui, dont certains se demandent déjà se posent déjà la question de la réelle force démocratique du machin. Quand on sait que toutes les directives européennes sont poussées par la Commission, et que en fait le Parlement européen a essentiellement un rôle de pour les lois vraiment trop absurdes, mais que ça s'arrête à peu près là. Donc la question démocratique est déjà posée à la base. Il se trouve là que des journalistes de la RTBF ont gentiment souligné le fait que quand vous avez plusieurs nationalités, ce qui est assez courant finalement, vous avez plein de gens qui ont une double carte d'identité, belgo-française par exemple, ou italienne et belge, enfin bref, peu importe. Et ben, si vous avez vos deux cartes d'identité, vous avez reçu deux convocations. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, à la base, les pays sont censés s'échanger les listes d'inscrits sur leur liste électorale et ensuite les comparer pour enlever les doublons. Jusque-là, on se dit, ouais, chouette, c'est normal, c'est logique, parce que c'est interdit, après tout, de voter deux fois, et encore heureux. Sauf que ces listes, en fait, dans la pratique, elles sont quasiment jamais vérifiées. Et là, on se dit, mais pourquoi donc ? Qu'est-ce qui se passe ? L'excuse invoquée, alors déjà, c'est quand on demande à un pays ou autre, ils rejettent la faute sur les voisins en disant oui, mais s'ils vérifient pas les listes qu'on leur envoie, c'est de leur faute. Ouais, enfin, si tout le monde dit ça, à un moment, il y a un problème plus global. Et surtout, quand on va demander aux fonctionnaires directement responsables de la vérification, ils disent oh, vous vous rendez pas compte, beaucoup trop compliqué, ça prendrait trop de temps. Ouais, enfin, les bases de données, SQL, une connexion Internet, non, vous connaissez pas, c'est trop compliqué de faire des doublonnages. Enfin, je veux dire, on le fait pour plein d'autres trucs, hein, pour les impôts, pour tout ça. Pourquoi on pourrait pas le faire pour des listes électorales ? Surtout que là, ça a l'air de pas être un phénomène isolé, puisque ça concerne plusieurs dizaines de milliers de personnes. Quand on sait le peu de personnes déjà qui se déplacent pour voter aux européennes, le phénomène est encore amplifié. Donc,
je trouve quand même que pour un truc démocratique, il devrait se bouger un petit peu le popotin pour trouver des solutions qui franchement sont pas inaccessibles techniquement. De là à y voir une tentative de gonflage des chiffres de participation ou d'avantager certains groupes politiques, il n'y a qu'un pas. Hein, oui. Mais quand on sait que du coup certaines personnes, et c'est pas juste 2 fois, hein, il y a des gens qui ont 3, 4 cartes d'identité et qui du coup peuvent voter 2, 3, 4 fois pour les mêmes formations. Et donc oui, c'est quand même pas négligeable, quoi. Pour les formations, mais pas pour les mêmes gens, pour le coup. Voilà, c'est ça. C'est des candidats différents, mais potentiellement pour les mêmes formations, puisque les mêmes formations présentent des candidats différents dans tous les pays. Au passage, c'est illégal. Oui. Vous pouvez être poursuivi pour 15 000 €, je crois, l'amende. Ah oui, oui. Sauf que, bah, évidemment, si on pouvait poursuivre les gens qui l'ont fait, on pourrait d'abord les empêcher de le faire. Oui. Mais ça. Dans les faits, personne n'a jamais payé une amende de 15 000 € pour avoir voté 2 fois. Oui, c'est ça. Tout d'un coup, tiens, finalement, c'est peut-être un moyen de se faire du pognon, mais ils y arrivent pas. Parce que les gens sont trop gentils et ils disent non, on va pas voter 2 fois, nous, non, on va pas faire ça. On peut pas. C'est quand même très particulier, une fois de plus. Voilà. Je lisais juste un titre en passant avant d'enregistrer cet épisode. 8 Français sur 10 ne savent pas que leur vote est soumis également au règlement général de la vie privée, du fameux RGPD, donc DP. Enfin, le fameux machin, et donc qu'ils ont ils ont un droit de regard sur leur vote quelque part, mais que rien n'est en place évidemment pour pouvoir satisfaire ces éventuelles demandes. Donc voilà, c'est encore un truc un petit peu bizarre. Ça, c'est quand on met la charrue avant les bœufs, mon bon monsieur, pour reprendre une image agricole chère à nos cœurs. Je pense qu'on a terminé avec cette petite news, cette lettre W, avec Bruno aussi, avec Sébastien également, qui va pouvoir aller terminer sa nuit à Bali, et nous entamer la nôtre à Bruxelles et à Luxembourg. C'était l'épisode 216 des Technos. Merci encore à vous qui mettez régulièrement des pouces vers le haut, etc., et qui vous abonnez à notre chaîne YouTube. Ça nous fait chaque fois bien plaisir, évidemment. Faites de même sur les plateformes de podcast. Si vous nous écoutez en podcast, des petites étoiles, des commentaires, etc., c'est toujours le bienvenu. Également, ça nous permet d'être plus visibles, et si on est plus visible, on touche plus de monde, et si on touche plus de monde, on est plus nombreux, et plus on est de fous, plus on rit, comme d'habitude. Merci à vous de nous avoir écoutés, merci à vous d'avoir participé, et on se dit à très bientôt. Salut!